Hello everyone, c'est moi pour notre rendez-vous du Mystère dit. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Comme d'habitude, vous avez vu dans la miniature qu'a créé pour moi Ezra, pareil. Je salue son talent. Encore une fois, elle m'a bluffé parce que je vous tiens à vous dire que chaque fois, c'est une surprise pour moi de découvrir sa miniature. Et depuis le début, je n'ai rien eu à dire. Je n'ai apporté aucune modification dans rien parce que chaque fois, elle me demande 2-3 mots sur l'histoire et elle arrive à rendre exactement le contenu de mes vidéos en une petite miniature. Donc, pareil. Je la recommande. Je ne peux que vous encourager, si vous avez besoin de visuels, de vous adresser à elle. Et je vous mets toutes ces informations et ces contacts dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas. Alors, on va rentrer aujourd'hui directement dans le vif du sujet de ce conte de fées. Il me semble un peu méconnu, mais carrément dingue. Voilà qu'un certain vendredi de l'année 1284 se présenta devant le maire de la ville un homme grand et sec. Il avait de grands yeux, une bouche fendue jusqu'aux oreilles, une plume au chapeau, un sac sur le dos et portait une veste multicolore aux larges manches, un pantalon collant et des souliers pointus couleur de feu. Il offrit au maire, en échange de 1000 écus, de délivrer la ville de son fléau. Il prétend savoir comment délivrer la ville de ses rats et de ses souris, moyennant finance. Ainsi commence le conte des frères Grimm, et avec lui, l'une des légendes les plus célèbres d'Allemagne. Mais parlons-nous ici encore réellement de contes de fées? Vous allez le voir, l'univers enchanté que l'on associe au conte est une fois encore bien plus sombre qu'il n'y paraît. La légende du joueur de flûte repose-t-elle sur des faits réels? Est-il vrai que 130 enfants ont disparu à jamais de la ville de Basse-Saxe à la fin du XIIIe siècle? Cloda Hofschlich, directrice du musée de Hamelin, en est convaincue. Elle a dit, je la cite, « Je pense qu'il s'est réellement passé quelque chose. Les sources sont rares, la plupart des faits nous sont parvenus par des vers mnémotechniques transmis oralement. Mais un événement déclencheur a certainement existé. Une légende entièrement inventée n'aurait pas traversé les siècles avec une telle force. Alors préparez-vous, car une fois encore, nous allons plonger au cœur d'un conte pour enfants qui est bien plus qu'une simple histoire. Et vous allez voir l'histoire. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. On y va. En 1284, un homme étrange se présente à Hamelin, un village de Basse-Saxe en Allemagne. Vêtu d'un long manteau multicolore, il prétend savoir comment délivrer la ville de ses rats et de ses souris moyennant finance. C'est ainsi que s'ouvre la légende du joueur de flûte de Hamelin, dont le dénouement est bien connu. Le 26 juin suivant, jour de la Saint-Jean et de la Saint-Paul, l'homme reparaît au village dont les habitants ne lui ont pas versé la somme convenue. Il arbore cette fois-ci un étrange couvre-chef pourpre dont le diable est coiffé dans de nombreuses légendes médiévales et qui lui donne un air terrible. Au son de sa mélodie, le joueur de flûte entraîne les 130 enfants de Hamelin vers la porte orientale du village, qu'ils empruntent avant de disparaître à l'intérieur d'une caverne. Seuls 3 garçons échappent à ce sort. L'un très jeune, qui revint au village pour y récupérer une veste, et 2 autres, respectivement sourds et muets, qui se laissent distancer par le groupe et sont incapables de rapporter ce qu'ils ont vu ou entendu. Petit aparté rapidement, des enfants, de la musique, des disparitions, coïncidences, évidences, on devrait demander à Pididi si vous saisissez l'allusion. Je poursuis. Il faut savoir que la tradition orale évoque toutefois la réapparition de tous ces enfants de l'autre côté de la grotte en Transylvanie. Mais étonnamment, ce passage n'a pas été traité dans les écrits, ou en tout cas très rapidement. Au contraire, pendant longtemps dans le conte, les enfants finissaient noyés dans la rivière Vézère, noyés comme les rats. Cette fin a été modifiée dans des versions
plus récente et moins triste, où d'abord donc les enfants se perdaient dans les montagnes simplement, et finalement une version où les enfants s'étaient rendus au-delà de la montagne, dans un pays lointain, où ils trouvèrent une ville, où ils s'installèrent entre enfants. Donc ça, c'est l'histoire rapportée, au détail près que je viens de vous donner, par les frères Grimm, qui a traversé les âges, je vais dire, en tant que conte de fées. Mais cette histoire terrible, c'est un conte de fées, c'est une fiction, ou était-ce bel et bien une réalité? Vous allez voir, c'est incroyable. On considère que peu de personnes dans le monde ont connaissance de cette affaire criminelle datant du Moyen-Âge. Cette histoire vraie, ah ben oui, vrai, raconte bel et bien qu'un étrange flûtiste a bel et bien fait disparaître en une seule fois 130 enfants de la ville de Hamelin en Basse-Saxe le 26 juin de l'année 1284. Et le fait divers est quasi identique au conte. Alors qu'un étranger avait dératisé la ville, selon le vœu du bourgmestre, il se serait vengé des habitants qui n'auraient pas voulu lui verser la somme convenue en entraînant les enfants au son de sa flûte et les faisant disparaître à tout jamais. Seuls 3 enfants échappèrent à ce destin, dont un aveugle et un autre sourd. La même, je vous dis. L'histoire vraie, c'est la même que le conte. Le récit de cet enlèvement fait encore froid dans le dos des parents d'aujourd'hui. Ce drame a inspiré et inspire encore bon nombre d'écrivains, de cinéastes et d'autres artistes dans le monde entier. Des chercheurs se sont même penchés sur cette histoire, qu'après on vous raconte, on vous répète. Je vous l'avais dit dans ma vidéo de dimanche dernier, encore une fois, je sais, ça me vient de mes grands-parents, de mes parents qui le détenaient de mes grands-parents, qui le détenaient eux-mêmes de leurs grands-parents, ce qui fait que c'est bon, on la raconte depuis la nuit des temps, donc on continue à répéter des choses qui ne sont absolument pas des contes de fées et qui ne sont pas destinés ni à éduquer, ni à éveiller vos enfants qui sont juste là pour les effrayer, que ce soit bien clair. Eh bien, dites-vous que cette fois, il y a carrément des chercheurs qui se sont penchés sur ce thème et qui sont également d'avis qu'en 1284, les habitants de Hamelin ont dû véritablement vivre une perte qui les a tous profondément bouleversés. Comme c'est souvent le cas avec les histoires anciennes, il existe plusieurs hypothèses avec ce qui se serait vraiment passé ce jour-là. Parce que l'histoire, elle est là, elle est carrée, personne ne peut la nier, elle s'est vraiment produite. Maintenant, quelle est vraiment cette histoire? Et pourquoi, comment a-t-on pu en faire un conte de fées? Vous vous rendez compte aujourd'hui? Non mais, réfléchissez 2 secondes. Si on se servait de faits divers atroces, et que je sais pas, sous prétexte qu'on y mettait de la couleur, des chansons et des petits personnages sympathiques, ça devienne un conte de fées. C'est absolument ahurissant. Bref, parce qu'il y en a qui sont tous là à venir défendre bec et ongle leur conte de fées parce qu'on dirait que c'est leur grand-mère qui les a écrites, mais réfléchissez sur ce coup-là, je vois pas quel argument vous allez pouvoir me servir parce que c'est un truc de dingue. Donc effectivement, l'histoire, c'est vrai, ces enfants ont disparu à cette place précise, mais pourquoi, comment? Eh bien, Claudia of Flisch est partagée, quant à elle, entre 2 théories possibles. Claudia, c'est celle qui a mené des recherches les plus approfondies de ce que j'ai trouvé dans mes recherches et qui est directrice du musée d'Hamelin. Elle explique que d'un côté, selon la théorie de la migration, le dératiseur, qui aurait été surnommé Locator, mon accent allemand est pourri, aurait été en fait une personne travaillant sous les ordres d'un souverain et qui organisait par exemple la fondation de nouvelles villes et qui aurait déplacé 130 enfants sans en avertir les parents, mais la meuf elle a quand même dit que ça c'était une hypothèse qui comptait, dans un village tout neuf, pas trop loin. Faut savoir quand même qu'Hamelin était une ville en plein essor et les habitants vivaient trop à l'étroit apparemment dans l'enceinte des murs. Il est donc possible que les habitants aient alors profité de l'occasion pour partir en direction de la Prignitz ou de la Poméranie. Des chercheurs auraient en effet trouvé des analogies dans les noms des villages qui prouveraient que cette hypothèse tient la route. Bon,
Moi, cette hypothèse ne fait que soulever cependant des questions. Pourquoi et comment est-ce que le contact aurait été rompu de manière si nette sans que personne ne sache où sont passés ces 130 enfants? Comment tu peux nous balancer? Oui, parce qu'elle a dit qu'il y avait des enfants, mais il y avait aussi des jeunes adultes. Mais en vérité, ça non plus, ça n'a pas de sens. Comment ces gens ont disparu et que personne dans le village ait pu expliquer ce qui leur était arrivé. Que cette hypothèse soit même prise en considération, moi, ça m'a fait doucement halluciner. Dans une deuxième théorie, les autorités ou l'Église n'auraient pas voulu qu'un certain événement soit inscrit dans les chroniques parce qu'ils avaient honte, vous allez comprendre pourquoi, et donc ils ont inventé cette histoire de disparition. En fait, il y aurait eu, éventuellement, un mouvement d'hérétiques, où il s'agirait peut-être d'un groupe politique, et en tout cas, il semblerait que les jeunes insurgés, qui se sont donc opposés à l'Église à l'époque, aient été bannis, voire même tués, et que c'est à ça que correspondraient ces 130 disparitions. Malgré ces divergences, sachez qu'un point fait consensus parmi les chercheurs. C'est le passage des rats n'a pas existé dans la version originale de l'histoire et aurait été rajouté au XVIe siècle alors que la légende de la disparition des enfants était déjà solidement ancrée. Toutes les sources originelles nomment d'ailleurs le personnage central Piper, c'est-à-dire le joueur de flûte. Ainsi, des théories oscillant entre la guerre, le meurtre et la migration s'affrontent pour tenter d'expliquer l'énigme du 26 juin 1284 à Hamelin. Vous l'avez compris, nous avons donc deux hypothèses. D'abord, l'hypothèse de la guerre. Les jeunes disparus de Hamelin auraient en fait été envoyés sur un champ de bataille, y auraient trouvé la mort. Et ces enfants n'auraient peut-être donc pas été enlevés de manière mystérieuse, comme le conte le suggère, mais ils auraient en réalité été mobilisés pour une guerre ou bien recrutés de force. Rien de plus, rien de moins. Et pour appuyer cette hypothèse, certains affirment que la preuve repose sur un indice mystérieux gravé dans une énigmatique pierre ancienne, vestige de la porte de la ville, gravé en latin, qui proclame, je vous lis, 1556, cette porte de la ville a été fondée 272 ans après que le magicien ait enlevé 130 enfants de la ville. Et donc, divisée en deux, cette pierre arbore deux dates, 1556 et, plus énigmatique encore, 1531. En soustrayant 272 ans, le calcul nous ramène à 1259. L'année où Hamelin a vu périr de nombreux habitants lors d'une bataille meurtrière à Sedemünder. Étrange repère chronologique qui voudrait donc expliquer, vous l'avez compris, ces disparitions comme des victimes de guerre, mais qui non seulement ne le fait pas directement, mais en plus via une porte dont personne ne peut réellement expliquer l'existence, parce qu'il y a un mystère autour de cette porte, et qui utilise le mot magicien. Quel rapport avec la guerre? Les gars, ils ont dit que c'était connecté parce qu'ils ont fait des calculs de fous, mais ça reste hyper étrange. Ça ressemble clairement plus à une vague tentative d'explication qu'à une réelle explication. Dites-moi ce que vous en pensez. La seconde hypothèse, c'est les hypothèses des meurtres. L'historien local de Koppenbrugge, Gernot Hussem, pense que des jeunes gens de la ville de Hamelin seraient partis pour se retrouver dans les environs des monts Poppenberg ou Koppenberg, où ils auraient célébré des fêtes païennes. Un siffleur habillé en couleur les y aurait guidés. Les contes, et écoutez bien le nom, parce que moi des fois j'hallucine, mais comme je vous dis des fois, je crois que je deviens un petit peu trop paranoïaque. Donc non loin de là où ils organisaient leur petite fête païenne, les contes de Spiegelberg, qui ressemblent étrangement à Spielberg, et qui habitaient au château de Koppenbrugge, donc non loin de ces monts, eux, par contre, pour le coup, ils étaient très très croyants. Et ils se sont sentis vraiment importunés, mais mal quoi, par ces fêtes paillardes et auraient, selon Hussam, fait assassiner purement et simplement les jeunes enfants qui faisaient une boum dans la nature quoi. Parce que fête païenne, tout est question de perspective. L'indice principal pour prouver cette hypothèse se trouve dans la plus ancienne représentation imagée du joueur de flûte datant de 1592. Ce dernier est représenté en train de guider les enfants vers un mont mystérieux où se trouve l'entrée d'une grotte. Les trois cerfs au centre de l'image symboliseraient les trois comtes, selon toujours Hussam, qui avaient en effet cet animal sur leur armoirie.
Hussam est d'avis que le joueur de flûte et le cortège d'enfants se trouvent dans une grotte qui s'est effondrée. Une autre hypothèse confirme cette théorie courante dans la région de Coppenbridge, dans laquelle on affirme qu'en fait, la grotte se serait pas effondrée, les comtes auraient été accusés du meurtre de ces 130 enfants, et entre nous, rien ne contredit non plus cette hypothèse. Perso, comme je vous le disais en introduction, cette théorie me fait tellement penser à ce qui se passe actuellement dans l'affaire de Didi. Là encore, des notables, un château, des parties, de la musique, je sais pas. Mais moi, j'y ai vu quand même, je sais pas, j'y ai vu du sens. Il y a aussi une autre hypothèse, je vous en parlais un peu plus haut, l'hypothèse de l'hérésie. Alors, le psychothérapeute médico-légal Stéphane Jost évoque dans un travail de recherche inédit une théorie selon laquelle les enfants disparus auraient été en fait des jeunes citoyens qui se seraient donc rebellés contre l'Église. Ils auraient été condamnés à être brûlés vifs. Ce châtiment a pu avoir lieu sur le mont, justement, Koppenberg. Dans son travail de recherche intitulé « Le joueur de flûte, falsification, allégorie ou parabole », Jost a vérifié le degré de vérité de 15 sources, datant entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Il a constaté que les sources sont d'autant plus crédibles qu'elles sont éloignées du lieu de l'événement. Il est également possible que des intervenants politiques aient vécu à Hamelin qui auraient voulu dissimuler les faits réels. Par exemple, ça pourrait être le cas de l'Église. Encore une fois, ils n'ont pas voulu avouer. En même temps, on peut dire que c'est un peu les spécialistes du genre, ce qu'il était arrivé à ces pauvres enfants. Je le répète, c'est pas comme si c'était hyper surprenant, de la part de l'Église. Et pourtant, de toutes les hypothèses, celle qui a été adoubée par le système comme étant le plus plausible est celle de la migration. Comme je vous le disais, on a fait des nouveaux villages. Enfin, cela repose en fait sur le fait que grand nombre d'habitants de Hamelin auraient quitté la ville lors de la colonisation germanique de l'Europe orientale. Et en effet, dans la tradition orale, il est précisé que les jeunes enlevés auraient été vus de l'autre côté du mont, en Transylvanie, aujourd'hui une région de la Roumanie. Mais bon, encore une fois, pourquoi une rupture si nette avec des enfants alors qu'il y avait leurs parents? Pourquoi il n'y a pas de traces orales, écrites, de témoignages qui vont en ce sens? La question est posée. Après, ils sont malins, c'est cohérent, dans le sens où la colonisation germanique de l'Europe orientale a connu son apogée au XIIIe siècle. Les migrants étaient recrutés par des locators qui portaient des vêtements de couleur pour qu'on puisse les reconnaître facilement. Un joueur de flûte ou de tambour les accompagnait et ils interpellaient souvent les jeunes gens sur la place du marché. À cette époque, 3 millions d'habitants peuplaient le territoire germanophone et on estime qu'1 million d'habitants l'ont quitté, surtout en provenance du pays rhénan et de la région du Weserbergland où se trouve justement la ville de Hamelin. Sauf que, et si effectivement cette hypothèse tient bien la route, il y a un élément qui a attiré mon attention, c'est que devinez qui était en charge de déplacer ces enfants dans le cadre de cette migration, etc. Eh bien, les frères Nicolaus et Hermann von Spiegelberg, encore eux, qui étaient chargés des locators de s'occuper de la colonisation de nouveaux territoires. On perd étonnamment la trace du comte Nicolaus von Spiegelberg le 8 juillet 1284. Le nom est imprononçable, vous le voyez écrit, puisque moi, des S, des Z et des C côte à côte, je sais pas le prononcer. N'oubliez pas, je suis dyslexique. Aujourd'hui, qui est en fait la Pologne. Donc, 12 jours après la disparition des enfants de Hamelin. Ils se sont littéralement volatilisés. Ce qui est quand même hyper perturbant. Encore une fois, on a des nobles, de descendants royaux, qui sont impliqués dans ce genre d'histoire, avec des enfants, de la musique, des parties, je trouve qu'encore une fois, ça interpelle de fou, comme quoi c'est pratique, elle date de la nuit des temps. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Elisabeth Báthory, ceux qui ne l'ont pas vu, lien en barre de description de celle-là. Bref, mais même si on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, les événements de l'an 1284 retentissent jusqu'à notre époque. Ainsi, sachez qu'à Hamelin, personne n'a le droit de jouer de la musique dans la rue Bugenloz, car le joueur de flûte y est passé, guidant ses victimes. Les habitants de Hamelin se tiennent encore aujourd'hui à cette contrainte. Ce fait
explique le nom de cette rue. Regardez, en effet, Bengel signifie tambour en allemand. Et accompagné du suffixe los, cela signifie sans tambour. Ça veut dire que 700 ans après ces événements historiques, le thème du joueur de flûte de Hamelin est encore présent dans la littérature, l'art et la culture populaire contemporaine. Pour un simple conte ou un simple fait divers, ça la fait quand même un peu longue. C'est un sujet qui offre de nombreuses interprétations et de nombreuses variations possibles. Le dossier du joueur de flûte n'est toujours pas clos à ce jour. Le mystère autour des circonstances véritables de cette légende suscite une grande fascination. Encore une fois, la preuve que ce qui se cache derrière ce conte de fées ne semble clairement pas destiné aux enfants, ni même à leur éducation. Je le répète. Imagine, c'est comme aujourd'hui, je dis n'importe quoi, le premier truc qui me passe par la tête, la fusillade de Columbine aux États-Unis. Genre, il y a un mec aujourd'hui qui va décider d'en faire un conte de fées. Et tout le monde va trouver ça normal parce qu'il va le faire sous forme de comédie musicale. Faut arrêter d'halluciner. Ce qui en surface apparaît comme une simple histoire d'aventure se révèle être une trame inquiétante, un sombre récit, un de plus, où les enfants sont toujours et encore les premières victimes. La légende du joueur de flume de Hamelin est loin d'être une exception. Elle nous rappelle que de manière troublante, les enfants deviennent souvent les pions d'histoires qui échappent à leur innocence, manipulés par des figures d'autorité ou des forces obscures. Et ce qui est glaçant, c'est à quel point cette légende résonne, je le répète encore, avec les faits actuels, comme certaines affaires médiatiques récentes, qui laissent entrevoir un monde où encore aujourd'hui, les puissants exploitent les plus jeunes pour des intérêts que l'on ose à peine imaginer. On est d'accord, cela ne peut faire que froid dans le dos de penser qu'à travers l'histoire des contes aux réalités contemporaines, les mêmes schémas se répètent, dessinant une toile invisible mais persistante. Alors, ce joueur de flûte de Hamelin est-il une simple figure du folklore ou le symbole intemporel d'un pouvoir qui ne s'embarrasse pas de l'innocence de ses victimes? Je pose ça là. Cette question laisse un goût, je le conçois, amer, une sensation de malaise, mais qui nous rappelle que certaines vérités peuvent être aussi dérangeantes qu'elles sont anciennes. Voilà les amis, je pense que là tout est dit et que moi, de l'avoir relu, de y avoir retravaillé autour, je vous avoue, j'arrive pas à me le sortir de la tête depuis que j'ai commencé à le bosser. Ça veut bien dire que je trouve qu'il est quand même... celui-là est très très révélateur. J'ai hâte de savoir ce que vous en aurez pensé. Avant de vous laisser, je voulais vous reparler, vous le savez, je suis la marraine de l'excellente Origine Animale. Je voulais vraiment remettre un coup de lumière sur Origine Animale parce qu'elle est exceptionnelle et que je sais, pour avoir eu d'excellents retours de la part de certains d'entre vous, qu'elle fait un excellent travail et que pour les amoureux des animaux, s'il y a qu'une seule adresse à retenir, c'est la sienne. Alors, elle propose depuis de plus en plus de services qui sont à découvrir sans hésitation. Parce que vous allez voir, si vous allez visiter son website, vous allez vite vous rendre compte qu'elle a beaucoup de cordes à son arc. Site de vente en ligne, croquettes, friandises, chien-chat. Duchesse en raffole, 100% organique, hyper bon pour leur santé et pour leur faire plaisir. Phytothérapie chien, chat, cheval. Communication animale, je sais, ça peut en faire rire certains. Ça me faisait sourire moi aussi avant que je la contacte parce que j'étais dans une situation un petit peu délicate avec Duchesse et franchement, elle a été un véritable game changer. Soins énergétiques, formation en communication animale. Et j'en passe et des meilleurs. Tous les amoureux des animaux, n'hésitez pas à aller visiter son website. Vous allez voir tous les services qu'elle vous propose et ça vaut franchement le coup. Vous savez que j'aime donner de la force à ceux qui le méritent et dans le cas d'Origine Animale, je me porte personnellement garante. Bon, cette fois-ci, je pense que tout est dit. N'oubliez pas, YouTube même pas, donc histoire de m'aider, pas pour mon ego, mais pour l'algorithme, vous oubliez pas, on like, on commente, on partage. Surtout ces histoires-là, les dossiers du Mystère D, je sais pas, il y a une notification sur 10 qui part, donc je comprends pas. Les petits nouveaux, abonnez-vous, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Cette fois-ci, tout est dit et bien dit. On se retrouve dimanche, mais en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.